Bonjour à tous. Le sujet du jour, l'avenir du racisme. Sujet ô combien sensible, sujet ô combien polémique. Le constat, au départ, c'est que personne ne peut vivre sans identité. Qu'elle soit religieuse, qu'elle soit... alors elle peut prendre des formes très diverses, elle peut être footballistique, elle peut être... l'identité, ça peut être un gang de motards, l'identité, elle peut être linguistique, l'identité, elle peut être nationale, nationaliste. Elle peut prendre des formes très, très, très variées. Euh, le racisme ou la race peut également faire partie des critères identitaires. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a une grande, non seulement une grande possibilité de diversité des identités, mais également une grande possibilité de changer d'identité. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui est corse, elle vient habiter en Bretagne, eh bien, elle peut effectivement changer on va dire sa préférence identitaire pour la Bretagne. Elle peut se considérer davantage comme breton que comme corse. Une personne qui est française, qui va habiter en Allemagne, elle peut tomber amoureuse de la langue allemande assez facilement. Les religions, c'est pareil. Autrefois, on ne changeait pas de religion. Si on était occidental, si on habitait l'Europe de l'Ouest, on était protestant ou catholique. Romain, si on habitait l'Europe de l'Est, on était orthodoxe. Si on habitait un pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, on était musulman. Aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement qu'autrefois changer de religion. Tout être humain est extrêmement attaché à une ou plusieurs identités. Nous avons une identité personnelle qui est donnée par notre nom, notre prénom. Il est extrêmement important de donner aux enfants des prénoms de personnages glorieux ou de personnages célèbres. Lorsque Michael Jackson a un jour appelé un de ses fils Blanquette, qui signifie couverture, je crois, en anglais, c'était, bon, il a baptisé son enfant comme on baptise un cochon d'Inde ou une perruche. C'est pas très respectueux pour l'enfant, et ensuite c'est quelque chose qu'il va porter toute sa vie. Donc l'identité, c'est l'identité personnelle, mais c'est aussi l'identité, bien sûr, culturelle. Qui est mon frère sur cette terre? C'est une question extrêmement importante. Et dans ce monde où l'identité est à la fois très importante et où l'on peut en changer facilement, il y a une identité qu'on ne peut pas changer, c'est l'identité raciale. C'est l'identité ethnique, comme on dit en termes un peu politiquement corrects, mais ethnos, ça veut dire race en grec. Donc bon, voilà. L'identité raciale, on la porte sur notre visage, alors à moins de se couvrir d'une cagoule ou d'un foulard ou d'un tchador ou je ne sais quoi, eh bien l'identité raciale, elle est là. Et elle a aujourd'hui une importance, surtout dans les sociétés, comme aux États-Unis ou en Europe aujourd'hui, en Europe occidentale, multi-ethnique, multiraciale. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la conséquence du racisme, le racisme, la définition du racisme, c'est l'idéologie qui stipule que les races sont supérieures à d'autres. C'est ça le racisme. Et c'est vrai, quand on a une identité, que ce soit une identité nationale, linguistique, footballistique, on a tendance à dire mon identité, mon identité c'est supporter de l'OM, l'OM c'est la meilleure équipe du monde. Si je suis français, je veux dire le français c'est quand même la plus belle langue du monde. Et si je suis de telle ou telle race, je vais te dire je suis de la race supérieure. On se souvient des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale ou des Allemands qui disaient nous sommes la race des seigneurs, la race supérieure, etc. Donc le racisme est la conséquence de l'essor de l'identité raciale. Mais dans un monde, effectivement, où l'identité peut être facilement changée, eh bien l'identité raciale, elle a un certain avenir. Malheureusement ou heureusement, nous sommes ici une loge de combat et de réflexion, et donc nous devons de dire, et je me dois de dire, la réalité. Alors je peux me tromper, naturellement, mais aujourd'hui nous en sommes là. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Pourtant, la science dit bien que les races n'existent pas. Alors, la science dit que les races n'existent pas. Il y a un siècle, elle disait le contraire. La différence entre la science et la philosophie, c'est que la philosophie est stable dans le temps, parce qu'il existe des épicuriens ou des stoïques à toutes les époques, mais elle n'est pas stable dans l'espace d'une personne à l'autre, à l'inverse de la science. La science, elle est stable dans l'espace, hein, c'est la même pour tous, mais elle n'est pas stable dans le temps. D'une personne à l'autre, elle varie. Donc oui, la science pendant longtemps a expliqué les différences raciales chez les animaux, mais également chez l'homme. Et puis aujourd'hui, la science dit autre chose. Mais peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, elle dira le contraire, la science.
Donc la science, on ne peut pas plus s'y fixer que cela. Et puis la politique obéit à des principes et à un fonctionnement qui n'est pas scientifique et strictement rationnel, hein, et qui est largement irrationnel. D'autres questions? Oui, le racisme conduit toujours à la haine et à la violence. Alors, le racisme conduit toujours à la haine. Pas forcément. On peut très bien voilà, être fier comme de la manière qu'on peut être fier de sa langue, pas forcément détester la langue des autres. On peut être fier certainement de sa race voilà, et pas forcément détester celle des autres. Donc est-ce que ça conduit systématiquement à la haine? J'en suis pas convaincu. D'autre part, le raciste convaincu, qui est convaincu d'être supérieur aux autres, si vous êtes convaincu d'être supérieur aux orang-outans, est-ce que vous haïssez les orang-outans? J'en suis pas certain. Il conduit, est-ce qu'il conduit toujours à la haine et à la violence? Alors là, la violence, c'est encore autre chose. Parce qu'à la limite, on peut haïr voilà, sa voisine de palier, enfin, pour X raisons, et sans forcément que ça se traduise en violence. Donc l'automatisme n'est pas évident. Alors c'est vrai que les partisans mondialistes, internationalistes, multiracialistes, etc., vont avoir tendance à dire le racisme conduit à la haine, conduit à la violence, pour discréditer. Mais après, dans la pratique, ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, dans les mouvements politiques de protestation, c'est que ce sont plutôt les mouvements de gauche et d'extrême gauche qui sont violents, qui tapent sur les flics, etc., que les mouvements de droite ou les mouvements identitaires. Il faut quand même le dire. D'autres questions? Oui, actuellement, le racisme est un tabou très impopulaire. Alors, c'est un tabou, oui, c'est un tabou, parce que nous sommes une société multiethnique, multiraciale depuis quelques décennies, ce qui est très court dans l'histoire d'un pays comme la France, et personne ne sait comment gérer la question identitaire. On a eu des présidents comme Sarkozy lancer des débats sur l'identité nationale, sur l'idée de l'Europe chrétienne, parce qu'à tout prendre, on préférait que l'identité, ça soit le christianisme, ou ça soit culturel, plutôt que racial, parce que, voilà. Simplement, je pense que c'est un tabou, essentiellement parce que la classe politique syndicale, qui n'est qu'un ramassis extrêmement corrompu de gens qui sont là pour vivre du racket des taxes et pour s'en mettre plein les poches et plein les narines. Bon, et ces gens-là ne savent pas comment gérer la situation. Mais voilà pourquoi essentiellement c'est un tabou. Mais ce n'est pas un tabou pour les personnes qui réfléchissent sur ces questions voilà, à tête reposée. D'autres questions? Oui, le racisme est incompatible à la fois avec le capitalisme libéral et avec le communisme. Alors le racisme est incompatible avec le capitalisme libéral. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que la question ni l'anarcho-capitalisme, le capitalisme libéral, ni le communisme ne devaient intervenir dans la sphère identitaire. La sphère identitaire, elle a sa propre logique. Et lorsqu'ils interviennent dans cette sphère identitaire, eh bien, grandement, c'est pour la détruire. Hein. Voilà. Donc, en réalité, la question identitaire, de manière générale, est incompatible avec l'anarcho-capitalisme et avec le communisme, effectivement. Mais communisme et anarcho-capitalisme doivent rester dans leur sphère spécifique. Le communisme, c'est la sphère familiale, hein, puisque dans la sphère familiale, il n'y a pas de rapport, il n'y a que des rapports gratuits, et il n'y a pas de responsabilité d'investisseur. Dans la sphère libérale et entrepreneuriale, eh bien, l'investisseur, lui, a une responsabilité totale. S'il réussit son investissement, il peut faire fortune. S'il échoue, eh bien, il sera ruiné. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais dans la sphère identitaire, ils n'ont pas à intervenir. D'autres questions? Non? Bien. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que nous allons prendre le pouvoir, nous sommes en marche vers le pouvoir, parce que ce pouvoir social-démocrate, on l'appelle comme on veut, libéral, je ne sais pas quoi, libéral-social, il va s'écrouler. Il va s'écrouler pour des raisons économiques fondamentales, de 130 000 milliards de dollars de dettes au niveau mondial qui ne seront pas remboursées, 2 000 milliards d'euros de dettes financières pour un pays comme l'État, auquel on ajoute 2 000 milliards d'euros de dettes non financières, de retraites que l'on doit payer aux fonctionnaires qui vont arriver en retraite, etc., dans les années à venir. Donc, le pouvoir va tomber.
Et nous allons apporter une alternative, et nous devons d'abord, avant d'apporter une alternative révolutionnaire physiquement parlant, il faut travailler intellectuellement parlant pour bien définir ce que nous allons faire, appliquer, restaurer l'ordre et la justice, appliquer l'éthique de la liberté qui dit « fais ce que tu veux », à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Ça veut dire que le communisme doit rester à l'échelle familiale, le libéralisme à l'échelle de l'entreprise, et la question identitaire doit rester aux organisations identitaires. Le grand paradoxe, pour conclure sur ces questions identitaires, c'est que si demain l'Europe devait connaître ce qu'on appelle la remigration, eh bien, l'identité raciale certainement cesserait de devenir un critère fondamental, et peut-être on verrait revenir de nouveaux critères identitaires comme celui de l'appartenance nationale ou de l'appartenance linguistique. C'est quelque chose que nous ne devons pas exclure, mais nous devons analyser tous ces paramètres pour bien comprendre le monde dans lequel nous vivons et quelles solutions nous allons pouvoir apporter à cet effondrement prochain de la social-démocratie. Merci à toutes et à tous.